La Banque centrale russe suggère une baisse du produit intérieur brut de 8% cette année, tandis que d'autres organismes internationaux prédisent jusqu'à 11%. En attendant, le taux d'inflation de la Russie a atteint son niveau le plus élevé depuis 16 ans le mois dernier en raison de l'affaiblissement du rouble. La Russie est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre qui risque de ralentir sa croissance économique future. Cet économiste russe devrait être prudent et éviter de s'approcher des fenêtres, parce qu'il vient de révéler publiquement à quel point l'économie russe est vraiment désastreuse. Un secret que Vladimir Poutine tient absolument à garder. L'académicien Abel Aganbegin, un économiste respecté de 90 ans, qui a autrefois conseillé Gorbatchev, oui, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, vient de risquer sa vie en révélant à quel point l'économie russe s'est mal comportée depuis l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 34 longues années, l'économie russe n'a cru que de 37% au total. C'est à peine 1% par an. Pour vous donner une idée, l'économie chinoise a été multipliée par 13 sur la même période, et celle de l'Inde a presque été multipliée par 9. Pas étonnant que la conférence d'Agenbegin soit pas rapidement devenue virale. Et maintenant, les Russes voient enfin la réalité derrière la poudre aux yeux de Poutine. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Agenbegin a également mis en lumière le manque déprimant de start-up, d'innovation et d'entrepreneuriat en Russie. Début 2025, il y a plus de 1600 entreprises licornes dans le monde. Une licorne est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Étonnamment, la Russie n'en a quasiment aucune. Techniquement, la Russie en possède 2, mais considérez ceci. C'est le même pays qui ne cesse de se vanter de pouvoir affronter l'OTAN ou même les États-Unis. Et pourtant, sur le plan économique, il a du mal à rivaliser avec de petits endroits comme l'Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Liechtenstein ou même les Bermudes, qui ont chacun réussi à produire plusieurs startups licornes. Les États-Unis à eux seuls en ont 700 et la Chine en a entre 350 et 400. Que la Russie n'en ait que 2, c'est franchement embarrassant. Et si vous pensiez que c'était déjà mauvais, c'est encore pire en matière d'innovation. Parmi les 2500 plus grandes entreprises d'aînés innovantes au monde, celles qui dépensent chacune plus de 35 millions d'euros par an en recherche et développement, il n'y en a que 3 qui sont russes. Seulement 3. Il est possible que les autres aient épuisé leur budget de recherche en pot de vin pour Poutine, ce qui ne me surprendrait pas. La plupart des usines russes utilisent encore des machines rouillées de l'ère soviétique, qui devraient être dans des musées, pas sur des chaînes de production. Ces machines ont dépassé leur durée de vie de plusieurs décennies, et la Russie a maintenant l'une des plus longues périodes d'amortissement des équipements au monde. Il n'est donc pas surprenant que la productivité du travail en Russie ne soit que le quart de celle des pays développés. Un travailleur en Allemagne, aux États-Unis, ou même en Corée du Sud, est 4 fois plus productif dans le même temps. Cette infrastructure industrielle obsolète signifie également que la Russie consomme 2 à 3 fois plus de matières premières et d'énergie simplement pour fabriquer les mêmes produits que les économies avancées. Même si la Russie arrêtait de faire la guerre aujourd'hui, il lui faudrait des décennies pour rattraper les véritables puissances économiques. Et comme je l'ai dit plus tôt, au cours des 34 dernières années, l'économie russe n'a augmenté que de 37% au total, ce qui est pathétique. Depuis 1990, l'économie de la Chine a bondi de 1300% et celle de l'Inde a grimpé de 860%. Même les États-Unis, une économie déjà riche et mature, ont réussi à doubler leur produit intérieur brut sur la même période. Les anciens États soviétiques et les pays d'Europe de l'Est ont connu une croissance d'environ 250%, rendant la performance de la Russie embarrassante et stagnante en comparaison. Cependant, tout fidèle partisan de Vladimir Poutine vous dira avec fierté comment ce dernier a transformé l'économie chaotique et en difficulté des années 90 en une puissance centralisée et efficace. Mais en réalité, selon presque tous les critères mesurables, la situation du Russe moyen par rapport au reste du monde est pire aujourd'hui qu'il y a des décennies. Même l'espérance de vie a régressé à environ 70 ans, soit le même niveau qu'en 1964. Un Russe moyen aujourd'hui ne vivra pas plus longtemps que ses grands-parents en Union soviétique il y a 60 ans. Et souvenez-vous, toute cette catastrophe économique s'est produite alors que Poutine est le dirigeant principal de la Russie depuis plus de 2 décennies et demie maintenant. Cependant, il semble seulement blâmer l'Occident, ou déclencher une autre guerre pour rester au pouvoir. Poutine a même dû quitter la présidence pendant 4 ans, de 2008 à 2012. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'à l'époque, la loi russe limitait les présidents à seulement 2 mandats consécutifs. Durant cette période, Poutine est resté proche en tant que Premier ministre, tandis que son ami Dmitri Medvedev était président. Concrètement,
Durant le court mandat présidentiel de Medvedev, ils ont modifié les règles, allongeant les mandats présidentiels de 4 à 6 ans. Quand Poutine est revenu au pouvoir en 2012, il a eu un nouveau départ, avec de nouvelles limites de mandat, réinitialisant le compteur. En 2020, Poutine a réussi à faire adopter un amendement constitutionnel qui a essentiellement effacé son ardoise, allant encore plus loin dans sa quête de pouvoir. Toutes ces années passées au pouvoir ne comptaient soudainement plus. Grâce à ce bouton de réinitialisation politique, Poutine peut maintenant légalement rester président jusqu'en 2036, à moins que quelqu'un ne parvienne à le destituer plus tôt, bien sûr. Même si vous oubliez le passé et ne considérez que la période de 2013 à 2022, c'est avant la guerre d'ailleurs. Le Russe moyen gagnait encore 7 à 8% de moins, en termes réels, qu'en 2013. Imaginez travailler pendant 10 ans et finir plus pauvre au final. Bien sûr, les revenus ont légèrement augmenté entre 2022 et 2023, mais ce n'était pas parce que l'économie allait mieux. C'était une illusion temporaire créée par la pénurie de main-d'œuvre due à la guerre et les dépenses militaires massives. À la fin de 2024 même, ce coup de pouce artificiel avait disparu, et les salaires sont revenus à leur niveau de 2013, soit environ $800 par mois en pouvoir d'achat. Imaginez gaspiller toute une décennie au XXIe siècle, une décennie entière sans véritable innovation, sans transformation industrielle, sans avancée majeure en intelligence artificielle ou en technologie, et certainement sans amélioration de la qualité de vie ou du niveau de vie. Pourtant, malgré la stagnation, Poutine s'est senti suffisamment confiant pour plonger son pays dans une guerre totale et dévastatrice. Et ce n'est pas comme si les Russes ignoraient complètement que la situation empirait. Les économistes russes avertissaient discrètement de la stagnation depuis des années. Mais ceux qui osaient parler trop ouvertement disparaissaient, ou par un étrange hasard, tombaient par la fenêtre du 6e étage après s'être tirés dessus à plusieurs reprises. Demandez donc à Sergueï Gouriev, un économiste respecté, qui a eu le courage, ou peut-être l'imprudence, de critiquer ouvertement les politiques du Kremlin. En 2013, après s'être soudainement retrouvé sous enquête pour des accusations douteuses, Gouriev a rapidement compris qu'il était le prochain sur la liste noire de Poutine. Il a choisi la liberté au lieu de la peur, fuyant à Paris plutôt que d'attendre qu'on frappe à sa porte la nuit. Son crime était d'avoir coécrit un rapport honnête critiquant la fausse poursuite judiciaire contre Mikhail Khodorkovsky, révélant la corruption du Kremlin et les abus de pouvoir. Et puis il y a Andrei Ilinonov, l'ancien principal conseiller économique de Poutine. En 2005, Ilinonov a démissionné, écœuré par les politiques de plus en plus autoritaires et anti-marché de Poutine. Des années plus tard, il a ouvertement qualifié les décisions de Poutine de catastrophe totale. Que s'est-il passé ensuite ? En 2023, Moscou l'a officiellement étiqueté comme redoutable agent étranger. Une lettre écarlate moderne utilisée par Moscou pour marquer publiquement les critiques afin de les harceler, de les surveiller, ou pire encore. En réalisant que la Russie n'était plus sûre pour quiconque disait des vérités dérangeantes, Ilinonov a fait ses valises et est parti il y a des années. Même les plus proches alliés de Poutine ne pouvaient exprimer leurs opinions ouvertement sans risque. En juin 2023, lors du plus grand forum économique de Russie, Andrei Mikharov, haut responsable du parti de Poutine et président de la commission du budget du Parlement, a momentanément perdu son sang-froid. Il a publiquement admis que la Russie n'avait ni tribunaux honnêtes, ni climat d'investissement, ni institutions fonctionnelles. Il a même critiqué l'habitude du gouvernement de s'emparer des entreprises privées. Puis, mi-plaisantant mais visiblement nerveux, il a exprimé son souhait d'être encore vivant pour le forum de l'an prochain. Cet homme est littéralement le président de la commission du budget du Parlement, l'un des postes les plus puissants en Russie. Et même lui s'est senti obligé de se rassurer publiquement qu'il ne finirait pas en prison, mort ou étiqueté comme agent étranger, simplement pour avoir dit la vérité. Heureusement, il a survécu jusqu'à présent, contrairement au ministre russe du développement économique. En 2016, Ulyukayev s'est opposé à une affaire louche impliquant Rosneft, un géant pétrolier d'État dirigé par un proche de Poutine, Igor Sechinets. Ulyukayev a critiqué l'acquisition par Rosneft d'une autre compagnie pétrolière lors d'une privatisation truquée, visant directement l'entourage de Poutine. Peu de temps après, il s'est retrouvé menotté, arrêté lors d'une opération montée de toutes pièces, où il a été accusé d'avoir exigé un pot de vin de 2 millions de dollars. Personne en Russie ne croyait qu'il s'agissait réellement de corruption. C'était un message clair adressé à tous les autres. Critiquer Poutine ou son entourage proche signifie la fin de votre carrière, voire de votre vie. L'arrestation d'Olyakaev était la première fois depuis des décennies qu'un ministre russe en fonction était emprisonné. La liste des cibles de Poutine est malheureusement très longue, mais vous avez saisi l'essentiel. En Russie,
Reconnaître les échecs de Poutine peut ruiner une carrière. Dire la vérité publiquement équivaut à un suicide. Quant à Agambgin, vu le schéma, il se pourrait que ce ne soit qu'une question de temps, avant que Poutine ne juge son honnêteté excessive. Mais il n'y a pas que Poutine. Durant les 40 minutes à venir, vous découvrirez avec étonnement comment une poignée de dirigeants ont façonné le destin de l'Union des républiques socialistes soviétiques, puis de la Russie, pendant plus de 50 ans, la gangrenant peu à peu de l'intérieur. Je veux dire, comment une superpuissance comme l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec un programme spatial et l'arsenal nucléaire le plus meurtrier du monde, a-t-elle pu finir dans un état si lamentable qu'un homme de 92 ans a dû mettre Poutine à nu? Les réponses pourraient vraiment vous surprendre. Et en parlant de surprise, vous pouvez nous surprendre en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Allons-y, directement. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est concentrée sur une industrialisation massive et une planification centrale stricte. Et honnêtement, au début, cela a extrêmement bien fonctionné. En lançant Sputnik en orbite en 1957 et en envoyant Youri Gagarin dans l'espace en 1961, les soviétiques ont prouvé que leur science et leur industrie pouvaient rivaliser avec n'importe quelle puissance mondiale. Ils produisaient des tonnes d'acier, de ciment, de charbon, de machines. L'industrie lourde était en plein essor, et l'emploi était garanti. Mais leur plus grande erreur fut de croire que cette prospérité serait éternelle. Ainsi, au lieu de diversifier ou de planifier pour l'avenir, des dirigeants comme Léonid Brejnev, à la tête de l'Union des républiques socialistes soviétiques de 1964 à 1982, ont refusé avec obstination de moderniser ou de se focaliser sur les biens de consommation et la qualité de vie. Les usines atteignaient leur quota, mais produisaient principalement des choses dont personne n'avait réellement besoin, menant à une corruption généralisée. Des montagnes d'acier et de ciment sortaient sans fin des chaînes de production, généralement de manière inefficace, gaspilleuse et parfois simplement pour cocher les cases sur la liste d'un bureaucrate. Ainsi, l'économie s'est rapidement essoufflée. À la fin des années 1970, la croissance s'était pratiquement arrêtée, engendrant une période nommée aujourd'hui par les historiens la stagnation de Brejnev. En fait, les problèmes qui ont tourmenté l'économie soviétique ressemblent étrangement aux difficultés actuelles de la Chine. L'Union soviétique autrefois et le Parti communiste chinois aujourd'hui s'appuient sur une planification centralisée, créant d'importantes failles et de la corruption. En Chine, les responsables locaux ont faussé les objectifs de produit intérieur brut en octroyant des prêts et des terrains aux promoteurs immobiliers, engendrant une prospérité illusoire qui a ensuite sombré dans la crise immobilière en cours. À Moscou, les gestionnaires employaient des méthodes tout aussi absurdes. Ainsi, une usine de clous dont les quotas de production étaient mesurés au poids fabriquait d'énormes clous inutilisables. Si le quota était basé sur le nombre de clous, les usines produisaient alors des milliers de petits clous inutiles. Les quotas semblaient bons en théorie, mais n'avaient aucun sens en pratique. La qualité a chuté, le gaspillage a explosé, et l'innovation a complètement disparu. Début des années 1980, l'économie soviétique a entamé un déclin, avec une baisse de près de 40% de la production industrielle. Sans le pétrole, l'Union soviétique se serait peut-être effondrée encore plus tôt. Le pétrole était la bouée de sauvetage de l'économie soviétique. Dans les années 1970, la flambée des prix mondiaux du pétrole a fait affluer des milliards de dollars dans les caisses soviétiques. Les pétrodollars ont permis à Moscou d'importer du blé, des technologies avancées et des produits de consommation courante que leurs usines ne parvenaient pas à produire efficacement. Mais cette aide salvatrice s'est soudainement évaporée. Avec l'effondrement des cours mondiaux du pétrole au milieu des années 80, les prix du pétrole brut soviétique se sont effondrés, passant d'environ 28 $ le baril à moins de 20 $ en 1986, et sont restés douloureusement bas pendant des années. Soudainement, l'Union des républiques socialistes soviétiques a perdu sa principale source de revenus stables. La chute des revenus a forcé le gouvernement soviétique à puiser dans ses faibles réserves, pour continuer à importer assez de céréales et de biens essentiels pour sa population. Cet effondrement dévastateur des prix du pétrole a été l'un des principaux dominos qui ont finalement entraîné la chute de l'Union soviétique. En 1985, la vie en Union des républiques socialistes soviétiques était gênante comparée à l'Occident. Le niveau de vie était incroyablement bas, et le citoyen soviétique moyen bénéficiait d'un produit intérieur brut par habitant d'environ seulement 36% de celui de ses homologues américains. Avec leurs réserves rapidement épuisées, l'Union soviétique n'avait d'autre choix que de compter sur la production nationale. Mais ces produits étaient souvent rares, peu fiables ou de mauvaise qualité, avec peu d'options. Les gens faisaient la queue des heures pour obtenir un peu de viande ou de nourriture. Il est choquant de constater que l'Union des républiques socialistes soviétiques était autrefois le plus grand producteur mondial de céréales. Cependant,
En raison de politiques agricoles désastreuses dans les années 1980, elle ne parvenait plus à nourrir sa population, sans importer de grandes quantités de céréales. Des millions de tonnes de blé devaient être achetées à des pays capitalistes, souvent à leur plus grand rival, les États-Unis. Les gens ont réalisé à quel point le système était devenu profondément corrompu. Mais comme dans la Russie de Poutine actuellement, l'avouer publiquement était un suicide politique. Tout le monde feignait que tout allait bien à la fin des années 1970 et au début des années 1980, espérant que de petits ajustements répareraient miraculeusement un système fondamentalement brisé. Attention spoiler, ce ne fut pas le cas. Au moment où le vieux Brejnev est mort en 1982, suivi de 2 successeurs éphémères, Yuri Andropov et Konstantin Tchernenko, qui n'ont chacun duré que quelques années, l'économie soviétique était déjà en état critique. Et pourtant, bien qu'elle soit sous assistance respiratoire, l'Union des républiques socialistes soviétiques continuait à consacrer une part stupéfiante de 15 à 17% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires pour rester dans la course aux armements de la guerre froide. Des estimations de la fin des années 1980 indiquent que ce nombre était encore plus important. En 1987, lorsque Gorbatchev a finalement publié les chiffres réels, il s'est avéré qu'un incroyable 40% de l'ensemble du budget soviétique était directement consacré à la défense. Laissez bien cela vous imprégner. Près de la moitié de l'argent du pays était consacré aux missiles et aux chars, tandis que les citoyens ordinaires faisaient la queue pour du pain importé de l'ennemi. Si cela ne démontre pas les priorités soviétiques défaillantes, rien ne le fera. Évidemment, un changement s'imposait. L'Union soviétique ne pouvait pas continuer ainsi, sans réforme radicale ou un effondrement total. C'est à ce moment critique, en mars 1985, qu'un dirigeant relativement jeune et énergique nommé Mikhaïl Gorbatchev est entré en scène. À seulement 54 ans, soit près de 2 décennies de moins que les dirigeants âgés qui l'avaient précédé, il représentait un visage neuf et une rare lueur d'espoir pour un pays qui avait désespérément besoin d'une nouvelle direction. Les citoyens soviétiques, épuisés par des décennies de stagnation, espéraient enfin un changement positif. Ils étaient loin de se douter que ce changement arrivait, mais pas du tout de la manière à laquelle quiconque s'attendait. Au début, le mot préféré de Gorbatchev était Uskarenia, signifiant accélération. Il croyait qu'avec une meilleure discipline, une gestion plus stricte et une certaine ouverture limitée, le système soviétique existant pouvait rebondir. Il souhaitait améliorer l'efficacité, combattre la corruption et optimiser la planification centrale. L'une de ses premières grandes décisions ne concernait pas les usines ou les quotas. Un fait intéressant. C'était une vaste campagne contre l'alcoolisme. À l'époque, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait un grave problème d'alcool. Le citoyen soviétique moyen consommait environ 15 litres d'alcool pur par an, soit presque le double de ce qu'on voyait dans des pays comme le Canada ou les États-Unis. La santé publique en souffrait énormément, et l'espérance de vie diminuait au début des années 1980, en partie à cause de l'abus d'alcool généralisé. Environ la moitié des admissions à l'hôpital étaient liées à l'alcool. Comme mentionné précédemment, les usines soviétiques souffraient déjà d'inefficacité. Mais l'ivresse ne faisait qu'empirer les choses. Les ouvriers, souvent ivres ou buvant au travail, provoquaient de nombreux accidents et une faible productivité. Ainsi, en mai 1985, Gorbatchev a lancé une vaste campagne anti-alcool. Les prix de la vodka, du vin et de la bière ont grimpé en flèche. Les ventes d'alcool ont été limitées à des horaires spécifiques. Des milliers de magasins d'alcool ont fermé. Et l'âge légal pour boire est passé de 18 à 21 ans. Au début, la campagne semblait prometteuse. Les ventes officielles d'alcool ont chuté de manière significative et la consommation globale d'alcool aurait diminué d'environ 50% en 2 ans. Mais il y a eu un énorme problème inattendu que personne n'avait anticipé. En réduisant drastiquement les ventes d'alcool, Gorbatchev a accidentellement creusé un énorme trou dans le budget de l'État soviétique. Pourquoi ? La vodka est la boisson nationale officieuse de la Russie, même si officiellement ils prétendent que c'est le thé. Et à l'époque, la vodka était littéralement l'une des plus grandes sources de revenus pour les soviétiques. Pendant des décennies, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait presque le monopole des ventes d'alcool. Et au début des années 1980, les taxes sur l'alcool représentaient à elles seules environ 12 à 13% du budget total de l'État. Une estimation indique qu'en 1979, le gouvernement soviétique a perçu 25,4 milliards de roubles de taxes sur l'alcool, sur un total de 65 milliards de roubles de recettes fiscales. Les ventes de vodka étaient si lucratives que les responsables gouvernementaux surnommèrent avec humour l'alcool le puits de pétrole de la vodka de l'Union soviétique. Ainsi, quand la campagne anti-alcool de Gorbatchev a brusquement fait chuter les ventes d'alcool, cela a aussi coupé l'une des sources de revenus les plus fiables du gouvernement. Malgré ses bonnes intentions,
Gorbatchev a sous-estimé l'importance de la vodka dans la vie soviétique. Les ventes d'alcool ont baissé, mais les gens ont continué à boire. Au lieu de cela, ils se sont tournés vers l'alcool de contrebande fait maison et la liqueur du marché noir, entraînant l'effondrement des recettes officielles de l'alcool. En 1986, durant la première année entière de la campagne anti-alcool, les recettes étatiques liées à l'alcool ont baissé d'environ 25%. Ce changement représentait une perte soudaine d'environ 3,5% du revenu total du budget soviétique, soit presque 60% des dépenses du pays pour son système de santé entier. Pour un pays déjà accablé par d'énormes dépenses militaires et une stagnation économique, cette perte était dévastatrice. Il s'avère que le ministère soviétique des Finances avait averti Mikhaïl Gorbatchev précisément de cette conséquence, mais il les a ignorés, convaincu que les avantages sociaux l'emporteraient sur toute perte à court terme. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont pas fait. Pour combler ce déficit soudain, le gouvernement soviétique a réagi comme la plupart des gouvernements acculés. Ils ont imprimé plus d'argent, ne pouvant pas réduire les autres dépenses. Le budget de la défense était sacré, protégé par de puissants intérêts politiques, et réduire les subventions aux consommateurs aurait provoqué l'indignation du public. Imprimer des roubles était le choix le plus facile, mais cela avait un inconvénient majeur, l'inflation. Normalement, une impression excessive de monnaie entraîne une hausse rapide des prix. Mais dans l'économie soviétique, les prix étaient strictement contrôlés et fixés par l'État. Donc, au lieu d'une hausse des prix, il y avait soudainement des rayons vides. Les marchandises disparaissaient rapidement des magasins, car trop de roubles couraient après trop peu d'articles disponibles. Les économistes appelaient à cela l'inflation réprimée, une forme cachée d'inflation qui se manifeste par des rayons vides, de longues files d'attente et des économies qui s'accumulent sans rien à acheter. Sans s'en rendre compte, Gorbatchev a empiré la situation financière de l'Union des républiques socialistes soviétiques avec sa campagne anti-alcool. Face à ce désastre, Gorbatchev a vite changé de stratégie pour redynamiser l'économie. Il a promu l'investissement dans les technologies et machines modernes pour moderniser les usines soviétiques désuètes. Il a aussi évoqué le facteur humain, l'idée que les citoyens soviétiques nécessitèrent de la motivation et des incitations pour travailler plus dur et se préoccuper des résultats. Mais motiver les gens n'était pas facile dans un système qui n'offrait pratiquement aucune récompense significative aux travailleurs. Il y avait un dicton courant à l'époque. L'Union soviétique fait semblant de nous payer, et nous faisons semblant de travailler. Les usines ne pouvaient pas récompenser la productivité par un meilleur salaire. Les travailleurs conservèrent leur emploi, qu'ils soient assidus ou non. Les salaires n'étaient presque pas liés à l'effort ou à la qualité du travail. Gorbatchev comprenait que sans changer cet état d'esprit, son plan Oskarenia pour accélérer la croissance n'aurait aucune chance. Pour encourager le changement, Gorbatchev a introduit une autre idée appelée glasnost, ce qui signifie ouverture ou transparence. Il pensait que parler franchement des problèmes dans les médias aiderait la société à identifier les défis et à soutenir les réformes. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la glasnost deviendrait vite incontrôlable. Les gens ont réalisé l'ampleur des défaillances du système, alimentant la colère et la frustration du public plutôt que l'unité. En 1986, face à l'échec des premières réformes, Gorbatchev a introduit une idée plus radicale, la perestroïka, signifiant restructuration. Au départ, Gorbatchev croyait que la perestroïka permettrait de réformer le socialisme, pas de le supprimer. Son but était d'améliorer l'efficacité de l'économie planifiée, en adoptant des pratiques capitalistes, telles que l'autonomisation des entreprises d'État et la responsabilisation des gestionnaires quant à leurs résultats. En 1987, de nouvelles lois ont permis aux usines d'État de planifier leur production en fonction de la demande réelle des consommateurs, plutôt que selon un quota strict de l'État. Ces entreprises pouvaient garder une plus grande part de leurs profits et devaient payer le coût réel des matières premières, encourageant théoriquement l'efficacité et la réactivité au marché. Mais cela a entraîné de nouveaux problèmes. Les usines pouvaient fixer leurs prix pour les produits fabriqués au-delà des quotas d'État. Les directeurs ont vite appris à en tirer parti. Ils atteignaient leurs quotas requis au bas prix fixé par l'État, puis produisaient des biens supplémentaires à des prix beaucoup plus élevés dictés par le marché. Par exemple, si l'État leur demandait de produire 1000 unités à un prix fixe et bas, ils atteignaient ce quota, puis produisaient 100 unités supplémentaires, et les vendaient à des prix beaucoup plus élevés. Sans surprise, cela a engendré une flambée des prix. Cependant, la production n'a pas assez augmenté, laissant les rayons des magasins vides. Le résultat a été le pire des deux mondes pour les gens ordinaires, des prix plus élevés combinés à des pénuries persistantes. Contrairement aux pays capitalistes, les entreprises covivantes soviétiques n'étaient pas vraiment de concurrents, ce qui compliquait les choses. Elles étaient principalement des monopoles dans leur secteur, et sans réelle concurrence. Les directeurs n'avaient aucune incitation à réduire les prix ou à améliorer la qualité.
L'inflation, auparavant masquée par le contrôle des prix de l'État, a commencé à apparaître. Il suffisait donc d'introduire une forme de concurrence. En 1988, Mikhaïl Gorbatchev a adopté une nouvelle loi sur les coopératives, pensant que c'était la bonne solution. Pour la première fois depuis les années 1920, l'État a officiellement permis aux citoyens de gérer de petites entreprises privées. Il y avait des magasins, restaurants, artisanats, petites usines et du commerce avec l'étranger. C'était un événement majeur permettant aux gens ordinaires de gagner de l'argent de manière indépendante, chose interdite pendant des décennies dans ce pays. Au départ, le plan a bien fonctionné. Des cafés et des boutiques ont émergé dans tout le pays, proposant des produits de meilleure qualité, plus de choix et un service plus efficace que les mornes magasins d'État. L'énergie entrepreneuriale a explosé et une petite étincelle de capitalisme a pris racine. Cela devait résoudre deux problèmes à la fois, combler les lacunes laissées par les usines d'État inefficaces et réduire le vaste marché noir en offrant aux entreprises non officielles une voie légale. Mais bientôt, des problèmes sont apparus. Beaucoup de coopératives ont vite compris qu'il existait un moyen facile de gagner beaucoup d'argent sans trop d'efforts, l'arbitrage. Ils achetaient simplement des biens subventionnés par l'État, à des prix officiels extrêmement bas, parfois en soudoyant les directeurs d'usines, ou en utilisant des relations pour accéder à des produits rares. Ils revendaient ensuite ces biens avec d'énormes marges sur le marché libre. Les gens continuaient à les acheter, souvent par désespoir, mais le résultat était dévastateur. Les magasins d'État se vidaient plus vite que jamais, aggravant les pénuries au lieu de les améliorer. À mesure que les prix grimpaient et que les rayons se vidaient, les gens se sont mis à acheter de panique et à stocker des provisions dès qu'elles étaient disponibles. Si vous voyez du sucre ou de l'huile de cuisson en magasin, vous en achèteriez le plus possible, sans savoir quand vous en reverriez. Faire des réserves est devenu totalement rationnel dans un contexte d'inflation. Les familles remplissèrent les placards et les garde-manger de produits de base, et les rayons étaient à nouveau vides presque immédiatement après avoir été réapprovisionnés. Cela entraînait encore plus d'inflation, car de plus en plus de biens étaient désormais vendus à des prix de marché en forte hausse, plutôt qu'aux tarifs fixes et contrôlés. Les statistiques officielles soviétiques de 1990 affirmaient que l'inflation était d'environ 5 à 6%. Mais ceux qui avaient vécu cette période savaient que l'inflation était bien plus élevée, probablement de plusieurs dizaines de pourcents en réalité. La mesure précise de l'économie soviétique était difficile en raison du contrôle partiel de l'État. Le pire, c'est que les gens ordinaires ont vite commencé à en vouloir à ces nouveaux propriétaires de coopératives. Après des années passées à lutter contre la pauvreté et à voir les inégalités croître, ils ont soudain vu ces nouveaux Russes se pavaner dans des voitures de luxe, exhiber leurs nouvelles richesses et mener une vie extravagante sans sembler accomplir un véritable travail. Pour le citoyen soviétique moyen, ces entrepreneurs ressemblèrent à des profiteurs, presque des criminels, qui exploitaient ouvertement le chaos. Il y avait une part de vérité là-dedans. De nombreux opérateurs du marché noir se servirent des coopératives comme couverture pour légitimer leurs affaires louches et blanchir de l'argent. Au lieu de s'attaquer aux problèmes internes profondément enracinés tels que la corruption, l'inefficacité, les pénuries et les inégalités, Gorbatchev pensait que l'union des républiques socialistes soviétiques était prête à plonger dans l'économie mondiale et à s'intégrer au capitalisme occidental. Pour la première fois, il a encouragé les coentreprises entre entreprises soviétiques et occidentales, espérant attirer les investissements étrangers, technologies avancées et expertise en gestion dont le pays avait cruellement besoin. Un exemple célèbre de cette nouvelle ouverture fut l'ouverture du premier McDonald's à Moscou en 1990, un événement majeur à l'époque. Les soviétiques faisaient la queue pendant des heures, voire des jours, juste pour avoir la chance de goûter un Big Mac. Pour les soviétiques qui avaient passé leur vie à faire la queue pour obtenir des produits de base, faire la queue pour un hamburger occidental semblait ironique et grisant. Le gouvernement soviétique a aussi demandé des prêts à l'Occident pour soutenir son économie. Les banques occidentales étaient ravies de prêter, initialement motivées par les réformes et promesses de libéralisation du marché. À la fin des années 1980, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait emprunté des milliards de dollars à l'étranger, créant plus tard un problème d'endettement. Mais ces prêts avaient des conditions. Les taux d'intérêt, les notations de crédit et les échéances de remboursement sont vite devenus problématiques. Mikhaïl Gorbatchev n'a probablement pas pleinement saisi que s'intégrer à l'économie mondiale allait au-delà de l'ouverture de nouveaux restaurants ou de l'importation de biens de consommation attrayants. Cela signifiait jouer selon les règles d'un système financier complexe dominé par les banques et institutions financières occidentales. L'économie soviétique, affaiblie par des décennies de stagnation et de mauvaise gestion, n'était pas prête. Gorbatchev a fait une erreur majeure, et les citoyens soviétiques n'ont pas aidé non plus. Les réformes qu'il a introduites auraient pu fonctionner si elles avaient été bien mises en œuvre. Cependant, la corruption et la mauvaise gestion ont plongé le pays dans le chaos.
Au lieu de créer une économie de marché saine et compétitive, l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est retrouvée avec un hybride chaotique et dysfonctionnel, mi-planifié, mi-marché. L'ancien système de planification centrale stricte s'est effondré, mais rien de stable ne l'a remplacé. Vers la fin des années 80, le contrôle de l'économie échappait, celle-ci devenant incontrôlable. La situation était si grave qu'en 1988-1989, le rationnement est réapparu dans certaines régions de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour la première fois depuis l'après-guerre difficile des années 40 et 50. Dans certaines villes, les gens devaient utiliser des coupons pour des produits de base comme le sucre, le savon, la vodka et même le tabac. En 1990, la mairie de Moscou a commencé à rationner les cigarettes. Chaque adulte recevait des coupons pour 15 paquets de cigarettes par mois, car la pénurie de tabac provoquait des troubles et même des émeutes dans certains endroits. Croyez-le ou non, même les enfants et les non-fumeurs recevaient des coupons de cigarettes, probablement dans l'idée qu'ils les échangeraient ou les troqueraient. Pour de nombreux soviétiques, cela semblait complètement irréel. Imaginez la capitale d'une supposée superpuissance mondiale réduite à distribuer des coupons de cigarettes aux enfants pour maintenir la paix. À cette époque, même la classe ouvrière industrielle, cœur du système soviétique, en avait assez. En juillet 1989, plus de 400 000 mineurs de charbon dans des régions comme Donetsk et la Sibérie se sont mis en grève. Un événement sans précédent dans l'histoire soviétique. Ils ont réclamé de meilleurs salaires, des conditions de travail plus sûres, une amélioration du niveau de vie, et même un changement politique. Ces mineurs en avaient assez des pénuries chroniques, de la hausse des prix, et du fait que malgré leurs emplois éreintants et dangereux, leurs familles ne pouvaient toujours pas acheter de la nourriture ou des vêtements décents. La grève était d'autant plus significative qu'elle était parfaitement légale grâce aux nouvelles lois du travail, issues des réformes de la perestroïka de Gorbatchev. En 1990 et 1991, certains mineurs demandaient ouvertement la démission de Gorbatchev et la fin totale du régime communiste. C'était désastreux pour le parti. Quand les ouvriers même que vous prétendez représenter manifestent contre vous, tout votre récit socialiste s'effondre. Lorsque Gorbatchev a introduit la glasnost, qui signifie ouverture, il espérait que les gens prendraient la parole pour aider à identifier les problèmes du système soviétique. Mais une fois que les citoyens ordinaires ont goûté à la liberté d'expression, il n'y avait plus de retour possible. À ce stade, même les médias de l'époque soviétique ont commencé à parler de sujets qui étaient autrefois totalement interdits, comme les purges brutales de Staline, la guerre soviétique catastrophique en Afghanistan, la destruction massive de l'environnement, la corruption généralisée parmi les hauts fonctionnaires et surtout la profondeur choquante de la crise économique en cours. Des journaux comme Pravda et Izvestia ont commencé à publier des lettres de citoyens, décrivant des magasins vides, des rivières polluées près des usines, ou la corruption locale qui avait longtemps été passée sous silence. Ces vérités dérangeantes, autrefois cachées pour maintenir l'illusion de la supériorité du socialisme, étaient désormais exposées au grand jour. Faites attention à cette partie, car comme mentionné précédemment, Gorbatchev avait de bonnes intentions. Grâce à la nouvelle ouverture du public, il a décidé d'organiser les premières élections relativement libres depuis les années 1920. Pour la première fois depuis des décennies, les citoyens soviétiques avaient de vrais choix, y compris des candidats indépendants et des non-communistes dans de nombreux districts. Malgré la majorité des sièges obtenus par le Parti communiste, le changement dans la base électorale a été remarquable. À Moscou, les électeurs ont élu le légendaire scientifique dissident Andrei Sakharov, qui était auparavant banni de la vie publique. De même, Boris Eltsine, un ancien responsable communiste qui avait ouvertement critiqué le parti et s'en était éloigné, s'est réinventé en homme politique populaire et réformateur et a remporté une victoire écrasante à Moscou. Gorbatchev espérait que la glasnost préserverait l'unité de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais elle a plutôt déclenché des mouvements nationalistes. À partir de 1988 environ, les républiques allant du Caucase aux pays baltes ont exigé l'autonomie ou l'indépendance totale vis-à-vis de Moscou. Ces mouvements étaient motivés non seulement par la politique, mais aussi par la colère économique. De nombreuses républiques non russes estimaient que Moscou exploitait leurs ressources sans contrepartie, négligeant leurs industries. Leur population était plus pauvre et leurs régions sous-développées. Avec l'affaiblissement du contrôle central, les républiques ont commencé à adopter leurs propres lois, revendiquant le contrôle des ressources et finances locales. En 1990, toute la structure soviétique s'effondrait. L'Union soviétique se déchirait sur tous les plans, économique, politique et social. Puis, pour aggraver la situation, la véritable crise financière de début 1991 est survenue. Des années d'impression monétaire irresponsable avaient fait qu'il y avait désormais bien plus de roubles en circulation que de biens à acheter. Une recette parfaite pour l'hyperinflation.
Le gouvernement de Gorbatchev savait que lever simplement le contrôle des prix ferait exploser les prix. Dans un geste désespéré, le Premier ministre Valentin Pavlov a lancé une réforme monétaire d'urgence. En janvier 1991, presque du jour au lendemain, Pavlov déclara que tous les billets de 50 et 100 roubles étaient sans valeur, donnant aux citoyens seulement 3 jours pour échanger leurs anciens billets. Mais chaque personne ne pouvait échanger que jusqu'à 1000 roubles, soit environ 1700 à 1800 dollars, selon les taux de change officiels. Mais la valeur réelle dans la rue a vite chuté à seulement 40-50 dollars. L'objectif était d'éliminer l'argent liquide illégal, de réduire le marché noir prospère et de limiter l'inflation. Cependant, la réforme a plutôt engendré une panique et un chaos généralisé. Des millions de citoyens, surtout dans les grandes villes, avaient épargné pendant des années d'importantes sommes en liquide destinées aux urgences ou à des achats conséquents, comme une voiture ou un appartement. Du jour au lendemain, leurs économies ont perdu presque toute leur valeur. Les banques ont imposé des limites de retrait strictes et demandé une preuve de revenus pour les montants plus élevés. Les gens faisaient la queue pendant des heures, espérant sauver une partie de leurs économies durement gagnées. Pour beaucoup, la réforme a été perçue comme une attaque du gouvernement contre son peuple. Une atteinte à leur confiance et au peu de sécurité financière qu'ils avaient. De plus, la réforme n'a pas du tout réussi à supprimer le marché noir. Les plus grands opérateurs savaient que cela allait arriver, ou ils avaient été les bonnes connexions pour y échapper. Selon les chiffres officiels, environ 14 milliards de roubles sur les 30 milliards ciblés ont été retirés de la circulation. La réforme monétaire a fini par saper le peu de confiance restante dans la compétence du dirigeant soviétique. Et maintenant, le gouvernement n'était pas seulement à court d'options, mais aussi à court de temps. Politiquement, Gorbatchev était coincé au milieu. D'un côté, les communistes purs et durs estimaient qu'il était allé trop loin. De l'autre, les réformateurs pensaient qu'il n'en avait pas fait assez. Dans la République de Russie, la plus grande partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Boris Eltsine, était devenu président et réclamait désormais la souveraineté de la Russie. En gros, il voulait que la Russie prenne ses propres décisions, au lieu de recevoir des ordres du gouvernement soviétique. C'était un gros problème, car la Russie était le cœur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Lorsqu'Yeltsin a agi en leader nationaliste, il a directement défié l'autorité de Gorbatchev. Voyant cela, d'autres républiques, comme l'Ukraine, ont préparé leur propre référendum d'indépendance. Gorbatchev a tenté de préserver l'unité. Il a négocié un nouveau traité d'union pour transformer l'Union des républiques socialistes soviétiques en une fédération plus souple, dans l'espoir d'empêcher son éclatement. Mais les conservateurs du gouvernement, du KGB et de l'armée ont considéré cela comme la goutte d'eau faisant déborder le vase. Ils ont tenu Gorbatchev responsable de tout ce chaos. Le 19 août 1991, alors que Gorbatchev était en vacances en Crimée, ils ont lancé un coup d'État. Ils ont déclaré l'état d'urgence, fait entrer des chars à Moscou, et affirmé que Gorbatchev était malade, et qu'il prenait le contrôle pour rétablir l'ordre. Le putsch d'août était l'ultime tentative désespérée de l'ancien système pour survivre, mais il a échoué en 3 jours seulement. L'une des principales causes de cet effondrement était Boris Eltsine. À Moscou, des foules sont venues soutenir Eltsine et son gouvernement, installé dans la Maison Blanche russe. Les putschistes ont perdu leur sang-froid, et n'ont pas arrêté les figures clés, ni complètement coupé les communications. Au final, l'armée a refusé de tirer sur les civils et les putschistes ont été arrêtés. Gorbatchev est retourné à Moscou, mais son sort était scellé. Mis à l'écart pendant le coup d'État, il semblait désormais totalement affaibli. Le parti communiste était discrédité, perçu comme des assoiffés de pouvoir, prêts à risquer une guerre civile pour rester au pouvoir. Le coup d'État raté a signé l'arrêt de mort de l'Union soviétique. Suite à cela, Yeltsin et les dirigeants républicains, en faveur de l'indépendance, ont pris l'avantage. Les républiques, dont les pays baltes pendant le coup d'État, ont déclaré leur indépendance de l'Union une à une. Gorbatchev s'est retrouvé président d'un pays qui se dissolvait sous ses yeux. Puis vint l'étape finale. Le 8 décembre 1991, les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie se sont réunis secrètement pour dissoudre l'Union des républiques socialistes soviétiques et la remplacer par une communauté d'États indépendants plus souple. Gorbatchev n'a même pas été informé. N'ayant pas d'autre choix, il a démissionné le 25 décembre 1991. Cette nuit-là, le drapeau rouge soviétique a été descendu du Kremlin, et au 1er janvier 1992, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait disparu. C'était une fin massive à 74 ans d'État socialiste. Mais ce qui a suivi a été encore plus difficile pour les anciennes républiques soviétiques, surtout pour la Russie. Le début des années 1990 a été brutal. Avec la disparition de l'ancienne économie planifiée, le pays a essayé de basculer rapidement vers le capitalisme. Et cela ne s'est pas bien passé. Rien qu'en 1992, la Russie a connu une hyperinflation de plus de 2500%. Les économies de toute une vie ont disparu, anéantissant la richesse de générations entières.
Les magasins étaient bien approvisionnés, mais les prix restaient inabordables. Alors, qu'est-ce que 70 ans de communisme soviétique et une année de capitalisme avaient en commun? Les deux vous laissaient sans le sou. Sous le communisme, il n'y avait rien à acheter, ce qui était moins frustrant. Gorbatchev avait de bonnes intentions. Ses réformes n'étaient pas insensées. À sa place, vous auriez probablement agi de même. Réparer le système en l'ouvrant et en donnant des libertés aux gens semble tentant. Mais ces systèmes sont complexes, c'est là le problème. Ce qui semble être une bonne idée en théorie peut devenir un désastre dans la pratique. Ces réformes n'ont pas sauvé l'Union des républiques socialistes soviétiques. Elles ont accéléré son effondrement. Mais était-il inévitable? Les avis divergent. C'est là qu'intervient la Chine. Au même moment où Gorbatchev réformait l'Union des républiques socialistes soviétiques, Deng Xiaoping réformait la Chine. Mais la Chine ne s'est pas effondrée, elle a grandi. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Un facteur important était l'ordre des réformes. Deng Xiaoping, l'homme qui dirigeait la Chine, a fait l'opposé de Gorbatchev. Il a gardé le parti communiste sous contrôle total, a écrasé toute dissidence politique et n'a changé que l'économie. La glasnost était absente, et critiquer ouvertement le parti communiste demeurait interdit. Lors des protestations de la place Tiananmen en 1989, le gouvernement chinois a répondu par une répression brutale pour écraser le mouvement. Dong pensait que Gorbatchev commettait une énorme erreur en affaiblissant le contrôle du parti avant de réformer l'économie. Selon la Chine, l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée à cause d'une liberté excessive, accordée trop rapidement, sans filet de sécurité. Encore en 2022, les dirigeants chinois citent Gorbatchev comme un exemple à éviter pour garantir la survie d'un État à parti unique. Une autre grande différence était dans leur approche des réformes. La Chine a progressé lentement, commençant par l'agriculture, où les résultats étaient les plus rapides à obtenir. Permettre aux paysans de cultiver pour le profit a fait grimper la production alimentaire et les revenus ruraux. Les gens ont commencé à croire en la réforme. Avec le temps, ils ont ouvert des usines, créé des zones économiques spéciales, permis l'entrée de capitaux étrangers et surveillé de près tout le processus. Le point de départ de l'Union des républiques socialistes soviétiques était plus complexe, étant une économie industrielle urbaine. La privatisation d'une énorme aciérie ne pouvait pas se dérouler sans problème. Pendant des années, les réformes soviétiques sont restées inachevées. De 1987 à 1990, c'était un mélange d'anciens et de nouveaux qui s'accordaient mal. Lorsqu'ils ont finalement osé libérer les prix, ce fut un choc pour le système. Trop vite, et ça a cassé. Et finalement, la structure du pays comptait plus que ce que quiconque voulait bien admettre. L'Union soviétique était un patchwork de républiques, chacune avec sa propre histoire, langue et identité, plutôt qu'une seule nation. Lorsque le pouvoir central s'est affaibli, les républiques ont commencé à se détacher, entraînant une explosion du nationalisme. Les gens voulaient leur propre pays. Il n'y avait rien que Gorbatchev puisse offrir pour les faire rester. La Chine n'avait pas ce problème. Oui, c'est aussi multiethnique, mais les Han chinois sont majoritaires, et l'État est plus centralisé. Des endroits comme le Tibet ou le Xinjiang ont toujours résisté, mais la Chine les a gérés d'une main de fer. Contrôle militaire, surveillance constante, sans discussion sur la sécession. L'Union des républiques socialistes soviétiques agissait différemment. Elle comptait 15 républiques ayant le droit constitutionnel de partir, et quand elles ont vu les fissures, elles ont saisi cette opportunité. Alors, lorsque l'Union soviétique s'est finalement effondrée, les gens en Russie ont pensé que les choses allaient peut-être commencer à s'améliorer. Avec Boris Eltsine comme nouveau président, il y eut un bref moment d'espoir. Mais au lieu d'y aller doucement, Yeltsin s'est lancé dans la thérapie de choc, suivant les conseils des économistes occidentaux, qui affirmaient que cela fonctionnerait. Le but était de passer rapidement d'une économie planifiée à une économie de marché, ce qui impliquait de supprimer le contrôle des prix. Soudainement, les prix ont grimpé de plus de 2500%. Si quelque chose coûtait 1 rouble l'année dernière, cela coûte maintenant plus de 25. Les économies des gens, l'argent pour lequel ils avaient travaillé toute leur vie, ont été anéantis en quelques semaines. Des familles autrefois stables se sont soudain retrouvées sans argent. Les roubles que les gens avaient cachés sous les matelas ou économisés dans les banques d'État pendant des décennies étaient devenus sans valeur. Cet argent permettait à peine d'acheter quelques miches de pain. Le gouvernement a tenté de remédier à la situation, mais trop tard, les dégâts étaient faits. Selon une étude, la pauvreté est passée de 2% à la fin des années 80 à près de 50% au milieu des années 90. La moitié du pays vivait sous le seuil de pauvreté. Les Russes appellent cette période les années 90 sauvages. Les prix changeaient si vite qu'au moment où vous receviez votre salaire, il ne suffisait plus à acheter quoi que ce soit. En 1994, des millions de travailleurs n'avaient pas été payés depuis des mois. Les travailleurs du charbon et du pétrole ont dû faire grève, voire une grève de la faim, simplement pour obtenir leur dû et non pour des réformes.
Puis est arrivé l'un des plus grands scandales de tous les temps, le programme de prêt contre action. Le gouvernement de Yeltsin, en quête désespérée d'argent et de soutien politique, a permis à quelques initiés de prêter de l'argent à l'État. En contrepartie, ces initiés ont été récompensés par la possession des joyaux de la couronne russe lorsque l'État a fait défaut, comme prévu par ce dernier. À la fin des années 90, les oligarques possédaient banques, empires pétroliers, chaînes télévision et sièges au gouvernement. Tandis que le grand public luttait pour se nourrir, une poignée d'individus s'enrichissaient démesurément, donnant naissance à une nouvelle classe d'oligarques qui ont acquis des compagnies pétrolières, des usines métallurgiques et des banques, pour une fraction de leur valeur. L'écart entre riches et pauvres s'est creusé, entraînant une hausse de la criminalité. Les rues étaient devenues dangereuses. Les fusillades mafieuses et les assassinats commandités étaient si courants qu'ils faisaient partie intégrante des informations du soir. Et l'un des signes les plus évidents de la gravité de la situation était l'espérance de vie. Les hommes russes mouraient jeunes à cause de l'alcool, du stress, de la violence et du désespoir. Au milieu des années 90, l'espérance de vie masculine était tombée à environ 57 ans, le plus bas niveau du monde développé. En 1994, l'espérance de vie d'un homme russe avait chuté de 7 ans, en seulement 4 ans. La popularité de Yeltsin fut donc de courte durée. Mais les événements qui ont suivi ont davantage secoué le pays. Les anciens politiciens et le Parlement soviétique, encore puissant, détestaient et refusaient les réformes de Yeltsin. Yeltsin a tenté de dissoudre le Parlement, mais ce dernier a riposté. Ils ont même essayé de le destituer, mais Yeltsin a réagi en faisant appel à l'armée. Ce qui s'ensuivit était du jamais vu en Russie depuis 1917. Des chars sont entrés dans Moscou, non pas pour défendre la ville, mais pour tirer sur son propre Parlement. En direct à la télévision, l'armée a bombardé la Maison Blanche. Des incendies se sont déclarés, des fusillades ont éclaté dans les rues. Les chiffres officiels font état de près de 200 morts, mais beaucoup estiment que le bilan est bien plus lourd. C'étaient les pires combats de rue que Moscou ait connus depuis des décennies. Au final, Yeltsin a gagné. Le Parlement a été écrasé. Les députés restants ont été arrêtés ou sont passés dans la clandestinité. Et avec cela, l'expérience de la Russie avec la démocratie s'est arrêtée. En décembre 1993, Yeltsin a fait adopter une nouvelle constitution accordant d'importants pouvoirs à la présidence. Ce système super présidentiel, approuvé lors d'un référendum précipité juste après le bain de sang, a donné à Yeltsin et à tout futur président un contrôle total sur le gouvernement, les services de sécurité et le pouvoir de gouverner par décret. À l'époque, la majorité des Russes l'ont accepté, étant fatigués et désireux de stabilité. Mais ils ne réalisaient pas que cette constitution aiderait plus tard Poutine à bâtir l'autocratie que nous voyons aujourd'hui. Avec le Parlement écarté, Yeltsin a lancé plus de réformes. Mais au lieu d'assainir le système, la corruption n'a fait qu'empirer. Au milieu des années 90, l'idée d'état de droit ne signifiait presque plus rien. Les oligarques, chefs mafieux et barons locaux se sont partagés le pays tel un territoire. Les journalistes, qui enquêtaient trop en profondeur, risquaient d'être assassinés. En 1994, le journaliste Dmitri Kolodov a été tué par une bombe cachée dans une mallette alors qu'il enquêtait sur la corruption militaire. Personne n'a été puni pour cela, puis la guerre est arrivée. En 1994, la Tchétchénie, une petite région à majorité musulmane du Sud, a proclamé son indépendance. Yeltsin, redoutant un effet domino, a déployé l'armée, espérant un succès rapide. Mais l'armée russe, mal entraînée, sous-financée et dirigée par des officiers soviétiques dépassés, n'était pas prête. Ils sont entrés dans une guerre urbaine brutale dans la capitale tchétchène, Grozny. Les chars russes brûlaient. De jeunes conscrits sont morts par milliers. Les cercueils revenaient en chez eux dans des boîtes sans zinc. Les pertes civiles étaient énormes, les forces russes n'ayant bombardé des quartiers entiers, et les deux camps ont été accusés de crimes de guerre graves. Après 2 ans de conflits sanglants, la Russie s'est retirée, accordant à la Tchétchénie une indépendance de facto. Yeltsin n'a rien obtenu, à part des milliers de morts et un nouveau coup porté à la fierté nationale. Récemment encore, la Russie était une superpuissance. Désormais, elle peine même à vaincre une petite région séparatiste. La même fierté et la même erreur de calcul se manifestent aujourd'hui en Ukraine. Sur le papier, la Russie avait toujours des élections et une presse libre. Lors de l'élection présidentielle de 1996, malgré la légitimité apparente, la cote de popularité de Yeltsin était très basse. Malgré le fait que la plupart des gens le considéraient comme malade, ivre et responsable de l'effondrement du pays, il a néanmoins remporté l'élection. Les chaînes de télévision des oligarques s'attaquaient constamment son adversaire communiste, manipulant l'opinion publique par des campagnes de peur incessantes. De forts signes de fraude électorale étaient également présents. Les oligarques ont sauvé Yeltsin et ont obtenu encore plus de pouvoir en contrepartie. À la fin des années 90, la société russe était vidée de sa substance, les gens ayant perdu confiance. Les taux d'alcoolisme et de suicide atteignaient des sommets. Les familles ont cessé d'avoir des enfants, n'en ayant plus les moyens.
Et pour la première fois dans l'histoire moderne de la Russie, il mourait plus de gens qu'il n'en naissait. Puis vint le coup de grâce, la crise financière de 1998. Après des années de corruption, de banques fragiles et d'une dette publique croissante, tout s'est effondré en août. Les prix du pétrole, principale ressource de la Russie, se sont effondrés, entraînant la fuite des investisseurs. Le gouvernement a fait défaut sur sa dette et dévalué le rouble. En quelques jours, la monnaie a chuté de plus de 60%, effaçant les économies. L'inflation a grimpé à 84%. Les salaires ont chuté de 30%. Les pensions ont chuté de près de 45%. Et lorsque les banques ont fermé leurs portes, des millions de personnes ont tout perdu. C'était le deuxième effondrement majeur en moins de 10 ans, sapant toute confiance dans la direction de la Russie. En 1999, le 40% par rapport à 1991, entraînant une pauvreté généralisée. Le gouvernement de Yeltsin tenait à peine, changeant de Premier ministre tous les quelques mois. Yeltsin n'était plus l'homme audacieux qui s'était tenu sur le char en 1991. Des années d'alcoolisme et de problèmes cardiaques l'avaient laissé faible et souvent confus. Il a même manqué une réunion avec le Premier ministre irlandais en 1994 parce qu'il avait trop dormi. En Suède, en 1997, il a tenté de diriger une fanfare militaire en état d'ébriété, entachant son image de leader. Pire encore, la corruption avait même atteint son cercle intime, surnommé « la famille ». Des rumeurs de pots de vin, de contrats douteux et de faveurs sont même parvenues jusqu'à ses plus proches parents. Un scandale impliquait Mobotex, une entreprise suisse accusée de soudoyer des responsables du Kremlin en échange de contrats de rénovation. Une partie de cet argent aurait été retracée jusqu'à la fillette de Yeltsin. Sa santé déclinant et sa popularité disparue, il a pris une décision. Il cherchait une personne capable d'assurer la relève, de le protéger juridiquement et de rétablir le contrôle. La veille du Nouvel An, 1999, il a choqué tout le monde en démissionnant et en cédant le pouvoir à Vladimir Poutine, un ex-officier du KGB récemment nommé Premier ministre. À 47 ans, Poutine était encore inconnu de la plupart des Russes, mais cela a rapidement changé. L'un de ses premiers actes en tant que dirigeant a été d'accorder à Helsinki l'immunité contre les accusations de corruption par décret. Dès lors, Poutine a commencé à façonner sa Russie. Une Russie avec un contrôle central plus fort, moins de démocratie et une économie alimentée par le pétrole. Il a même promis de détruire complètement les rebelles tchétchènes, même jusque dans les toilettes. C'était un langage dur, mais beaucoup de Russes l'ont apprécié, car la plupart d'entre eux détestaient les Tchétchènes après la Première Guerre. À Moscou et ailleurs, les Tchétchènes subissaient fréquemment harcèlement, stéréotypes et ostracisation. Mais Poutine avait besoin d'un prétexte pour envahir, et devine quoi ? En septembre 1999, des appartements ont explosé au hasard dans plusieurs villes russes, tuant plus de 300 personnes. Le pays était terrifié. Le Kremlin a aussitôt accusé les terroristes tchétchènes, sans procès ni véritable enquête. C'était l'étincelle finale. Les Russes, déjà en colère et effrayés, voulaient maintenant se venger. Vladimir Poutine a utilisé cette colère pour lancer la deuxième guerre de Tchétchénie. Cette fois, la Russie a bombardé Grozny jusqu'à le réduire en ruine, écrasant la résistance organisée et réaffirmant son contrôle sur la Tchétchénie. La guerre du début des années 2000 avait rendu Vladimir Poutine extrêmement populaire, malgré sa brutalité. En mars 2000, Poutine a facilement remporté la présidence, salué par les médias d'État comme celui qui a ramené l'ordre et la fierté en Russie. Mais lorsque les gens ont regardé de plus près, ces attentats de 1999 ont commencé à sembler suspects. Dans la ville de Ryazan, les habitants ont surpris ce qui semblait être un autre attentat en cours. Le 22 septembre 1999, des sacs d'explosifs ont été trouvés dans une résidence. La police a été contactée. Un minuteur et des détonateurs étaient en place. Le service fédéral de sécurité a été pris sur le fait. Mais au lieu d'ouvrir une enquête, le service fédéral de sécurité a ensuite affirmé qu'il ne s'agissait que d'un exercice d'entraînement, et que les sacs étaient remplis de sucre. Personne n'a cru à cette version. Pourquoi un exercice secret impliquerait une vraie bombe dans un vrai bâtiment sans avertir qui que ce soit ? Même le gouvernement a dissimulé les preuves et entravé toute véritable enquête, ne faisant qu'aggraver les soupçons. Un documentaire interdit réalisé par des exilés, L'assassinat de la Russie, affirmait que le service fédéral de sécurité avait agi pour aider Poutine à justifier la guerre et redorer son image. À ce jour, beaucoup de Russes croient encore que les attentats ont été mis en scène. Un faux drapeau. L'ascension de Vladimir Poutine s'est bâtie sur une base de guerre et de violence, et nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité à ce sujet. Il faut reconnaître que la stabilité s'est améliorée après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, en partie grâce à des facteurs indépendants de sa volonté. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé. La Russie, économie fortement dépendante du pétrole et du gaz, a largement profité de cette hausse. De 2000 à 2008, le produit intérieur brut a connu une croissance annuelle d'environ 7%, entraînant une hausse des revenus de la population.
Une classe moyenne émerge en Russie, permettant à de nombreux Russes d'acheter leur première voiture. Ils ont voyagé à l'étranger et rempli leur maison d'électroménager. La pauvreté a chuté de 30% à 14% en moins de 10 ans. La Russie semblait sortir du chaos des années 90, et bien que la chance et le pétrole y aient grandement contribué, Poutine s'en est attribué le mérite. Une fois que les gens étaient donc plus ou moins satisfaits, et que son image de leader nationaliste fort était bien établie, Poutine est passé à la deuxième phase. Il a commencé à utiliser tout le pouvoir présidentiel inscrit par Eltsine. Souvenez-vous, Eltsine avait conçu le système pour concentrer le pouvoir aux mains d'un seul homme. Poutine, en homme qu'il était, n'allait pas laisser passer cette occasion. Il s'en prit aux oligarques. Pas parce qu'ils étaient corrompus, mais parce qu'ils étaient indépendants. Des types comme Berezovski et Goussinski avaient trop d'influence. Ce n'était pas une question d'équité. Il voulait le contrôle. Il a écarté les oligarques politisés et les a remplacés par un système où la loyauté primait. C'est ce qu'il voulait dire par la verticale du pouvoir. Tout était décidé d'en haut. Richesse, influence et médias étaient sous le contrôle du Kremlin. En suivant les règles, il était encore possible de gagner des milliards. Mais si vous sortiez du rang, l'État venait vous chercher. L'un des premiers à l'apprendre fut Vladimir Goussensky. Il possédait NTV, la plus grande chaîne de télévision indépendante de Russie, qui osait remettre en question le gouvernement. Ils avaient critiqué la guerre en Tchétchénie et enquêté sur le rôle potentiel du service fédéral de sécurité dans les attentats à la bombe contre des immeubles en 1999. Mécontent, Poutine a fait arrêter Goussensky pour fraude à la mi-2000, le poussant à fuir le pays peu après. Par la suite, Gazprom, une entreprise énergétique d'État proche du Kremlin, a pris le contrôle de NTV. En avril 2000, un des agents armés ont pris d'assaut les bureaux de NTV à 3h du matin, expulsant et remplaçant la direction. De nombreux journalistes ont démissionné pour protester, mais la chaîne était déjà perdue. Deux autres chaînes indépendantes, Télévision 6 et Télévision S, ont été rapidement fermées ou reprises. Après un an au pouvoir, Vladimir Poutine avait presque anéanti la liberté de la presse. Les grandes chaînes sont devenues des porte-paroles du gouvernement ou se sont cantonnées au divertissement léger. Les médias, l'un des derniers contre-pouvoirs face à l'État, avaient maintenant disparu. Dès lors, Poutine avait les mains libres en Russie, pratiquement sans contestation possible. En 2003, Poutine a fait un exemple de Mikhail Khodorkovsky. Il était l'homme le plus riche de Russie, dirigeait la compagnie pétrolière Yukos et avait commencé à financer des partis d'opposition et à critiquer les politiques du Kremlin. Arrêté sous la menace d'une arme et accusé de fraude et d'évasion fiscale, il a été condamné à 10 ans de prison en Sibérie pour avoir franchi une limite interdite. Yukos a été démantelée et remise à Rusneft, une entreprise d'État. La plupart des autres oligarques ont compris le message et certains se sont enfuis. Boris Berezovski, ancien soutien de Poutine, s'est exilé à Londres. Il est devenu un critique virulent, puis a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Simultanément, Poutine a formé une nouvelle élite de milliardaires, d'anciens amis de Saint-Pétersbourg et d'ex-collègues du KGB. Ils ont reçu le contrôle de vastes pans de l'économie. La loyauté est devenue plus importante que les compétences. Enfin, Poutine a également modifié les lois électorales, réprimé les partis d'opposition et réduit le pouvoir des dirigeants régionaux. En 2004, après une attaque terroriste à Beslan, Poutine a saisi l'occasion pour abolir les élections directes des gouverneurs régionaux. Par la suite, les gouverneurs ont été nommés par le président, supprimant un niveau de responsabilité et concentrant davantage le pouvoir à Moscou. Ceux qui osaient encore s'exprimer ne faisaient pas long feu. Par exemple, Boris Nemtsov, un ancien vice-premier ministre devenu critique, a été abattu près du Kremlin en 2015. Anna Politkovskaya, une journaliste qui a révélé des crimes de guerre en Tchétchénie, a été tuée dans l'ascenseur de son immeuble en 2006. Le jour de l'anniversaire de Poutine, les tueurs à gages étaient parfois arrêtés, mais jamais les commanditaires des meurtres. Ce scénario s'est répété d'année en année. Ceux qui critiquaient trop ouvertement les politiques de Poutine risquaient au mieux leur carrière, et au pire leur vie. Pour la plupart des Russes ordinaires, la mainmise de Poutine sur le pouvoir semblait être un échange équitable, la stabilité et la fierté nationale contre les libertés politiques. Cependant, cette prospérité était précaire. L'économie russe dépendait fortement du pétrole, du gaz et des matières premières. Pendant ce temps, la corruption, la mauvaise gestion et le refus de réformer minent discrètement l'avenir du pays. Plutôt que de diversifier ou de moderniser l'économie, Vladimir Poutine a renforcé le contrôle étatique. La Russie n'a jamais été plus qu'une station-service glorifiée dotée d'armes nucléaires, un échec qui allait leur coûter cher. Lorsque la crise financière de 2008 a frappé et que les prix du pétrole ont chuté, les failles sont devenues évidentes. Entre 2009 et 2019, la croissance annuelle moyenne de la Russie était de seulement 1%, plus faible encore que durant la stagnation sous Brejnev. Les salaires réels sont restés stables. En 2019, le Russe moyen gagnait autant qu'en 2013.
Après 6 ans de stagnation, les gens ont recommencé à raconter les mêmes blagues datant de l'ère soviétique. Ils font semblant de nous payer, et nous faisons semblant de travailler. Le rêve vendu au début des années 2000 était devenu obsolète. Selon les statistiques présentées au début de cette vidéo, Poutine n'a rien fait pour la Russie. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant ses mandats présidentiels ? En éliminant les médias indépendants, les élections et les tribunaux, Poutine a aussi supprimé tous les signaux d'alerte qui auraient pu aider à redresser l'économie. Ceux qui s'exprimaient, journalistes, professeurs ou activistes, étaient réduits au silence, emprisonnés ou exilés de force. Plus d'un demi-million de personnes ont quitté le pays entre 2022 et 2023. Une fuite des cerveaux alimentés par la peur, la guerre et l'absence d'avenir. Le patriotisme ne payait pas les factures. De nombreuses personnes ne voyaient aucun avenir en Russie. Et comme vous le savez, la guerre est le moyen préféré de Poutine pour rester au pouvoir. Alors en 2014, lorsque sa popularité baissait et que les gens doutèrent de lui, il a envahi et annexé la Crimée à l'Ukraine. Les gens ont applaudi chez eux. Son taux d'approbation a dépassé 80%, mais à un coût élevé. Malgré les sanctions, l'isolement et une économie en déclin, il est resté au pouvoir, alors que les Russes ordinaires en subissaient les conséquences. En 2022, il a tenté de réitérer cela, pensant qu'un triomphe rapide le placerait parmi les plus grands leaders russes de l'histoire. Mais au lieu de la gloire, il a déclenché la guerre la plus meurtrière d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ne vous méprenez pas. Les Russes seuls aux ordinaires n'ont pas bénéficié de cet effet de ralliement autour du drapeau. Jusqu'à présent, le nombre total de victimes a facilement dépassé le million d'hommes. Des milliers de familles ont été déracinées et certaines sont mortes de faim. Son seul véritable héritage est celui du chagrin. Le plus triste est que la Russie n'était pas obligée d'en arriver là, ayant tout pour réussir après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Des ressources naturelles, une population instruite, une chance de rejoindre l'économie mondiale. Mais chaque dirigeant a tout gâché à sa manière. Les réformes de Gorbatchev ont dérapé. L'expérience démocratique de Yeltsin a été minée par la corruption et l'incompétence. Poutine, malgré un début stable, a opté pour l'autocratie, la stagnation et le conflit au lieu d'une réelle modernisation. En 1992, on a dit aux Russes de subir une thérapie de choc pour un avenir meilleur qui n'est jamais arrivé. En 2000, on leur a dit d'échanger leur liberté contre l'ordre et la fierté, pour finalement se retrouver avec une nouvelle stagnation et un État paria militarisé. Malgré les changements de dirigeants, la vie est restée difficile pour les Russes ordinaires, qui ont continué à souffrir. Et nous voilà en 2025, et c'est toujours Poutine. Âgé de plus de 70 ans, il s'accroche au pouvoir grâce à des manipulations constitutionnelles qui pourraient lui permettre de gouverner jusqu'en 2036. En rétrospective, cette trajectoire était-elle inévitable ? D'aucuns diront que oui, en imputant cela à l'inertie historique ou à l'hostilité étrangère. Mais beaucoup de Russes, surtout ceux qui ont vu le monde extérieur, savent que cela n'avait pas à se passer ainsi. D'autres chemins, politiques et responsabilités étaient les possibles, avec moins d'ambition impériale. La Pologne et les pays baltes ont amélioré leur niveau de vie en adoptant la démocratie et les réformes, malgré les difficultés rencontrées dans les années 90. Même la Chine autoritaire a assuré la croissance, contrairement à la Russie qui a tragiquement hérité du pire des deux mondes. La léthargie économique d'un capitalisme mal géré et la répression politique d'une dictature. Il faut respecter le courage d'économistes, de journalistes et d'universitaires, comme Abel Agambeguine qui prennent la parole malgré les risques. Dans un endroit où la vérité est coûteuse, leurs voix ressortent. Ils montrent que tous les Russes ne sont pas victimes de la propagande. Certains tiennent encore assez à leur pays pour l'avertir avant qu'il ne sombre davantage. Au final, que l'économie russe reste morte ou puisse être relancée dépendra autant d'un changement politique que de la politique économique. Sans responsabilité et transparence, une réforme authentique est impossible. Et sans mettre fin à la guerre, la Russie ne peut pas se reconnecter à l'économie mondiale, ni se concentrer sur le développement, plutôt que sur la destruction. L'histoire réserve des surprises, et la Russie pourrait à nouveau être humiliée par l'Ukraine, comme lors de la première guerre de Tchétchénie. Merci d'avoir regardé.